Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes à l'heure, c'est formidable. Donc, pour vous récompenser, on va commencer presque à l'heure. Yves Michaud, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à l'avant-dernier entretien d'ici du cycle 2014-2015. Yves Michaud, je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous ne pouvions évoquer en effet la question du bonheur que nous filons depuis octobre dernier dans le cadre des entretiens d'ici sans les lumières de la philosophie. Pascal, Épicure ou encore Platon ont traversé les siècles pour nous offrir des clés de lecture du quotidien. Avec les entretiens d'ici, nous suivons une démarche similaire en menant un travail d'investigation et d'approfondissement de cette notion. Ces conférences marquent un temps d'arrêt dans un monde en perpétuel mouvement. Yves Michaud, vous êtes normalien, agrégé de philosophie. Après une thèse sur David Hume, vous enseignez à Montpellier, Berkeley, Rouen, Édimbourg, Sao Paulo et Paris 1. Vous avez mené le projet de l'Université de tous les savoirs, une initiative gouvernementale qui avait pour objectif de vulgariser les dernières avancées de la science à partir de l'an 2000. Vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France qui a pour mission de favoriser le développement de la recherche dans les universités. Vous cumulez les activités de critique d'art, d'éditeur et de journaliste. Ainsi, vous avez été directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de 1989 à 1997. Vous avez été le rédacteur en chef des cahiers du Musée national d'art moderne du Centre Georges Pompidou de 1986 à 1990. Vous êtes officier de la Légion d'honneur, chevalier des arts et des lettres. Dans votre dernier livre, Narcisse et ses avatars, vous posez un regard de philosophe sur les mutations du monde actuel et les étudiez en 26 entrées, YouTube, Narcisse, le design, l'hédonisme, le people, autant de notions que vous évoquez dans ce précis de philosophie moderne. Vous montrez ainsi que la philosophie se pose véritablement comme un exercice de la raison, accessible à tous. C'est dire que nous sommes fiers et heureux de vous accueillir ce soir et impatients de vous entendre sur l'inépuisable thème que nous avons choisi pour cette saison, c'est-à-dire le bonheur. Mais comme nous sommes impatients, avant de vous céder la parole, je veux déjà sauter un obstacle et annoncer à tous que le dernier entretien d'ici se tiendra le jeudi 21 mai avec Catherine Dolto qui viendra nous parler du bonheur en famille. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité et laisse désormais la parole à notre invité. Ici, et voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur le maire, de cette introduction et merci aussi de votre invitation. Alors, je ne vais pas vous parler du bonheur, je vais vous parler de plaisir, du bien-être et de l'hédonisme. Donc nous allons tourner autour du bonheur et probablement essayer de voir comment aujourd'hui il est heureusement ou malheureusement dépassé. Je commencerai par remarquer qu'on parle pas mal d'hédonisme aujourd'hui, probablement parce que il y a une apparence savante et théorique et que ça enlève un petit peu peut-être je règle ma montre, ça enlève peut-être un petit peu au mot plaisir ce que le terme a d'un peu vulgaire. Et pourtant, dans les histoires de la pensée philosophique, les philosophes et les plus grands n'ont pas du tout hésité à donner au plaisir sa juste place et qui parfois était la plus importante. Un philosophe sur lequel j'ai pas mal travaillé, outre David Hume, c'est le philosophe anglais John Locke, qui n'était pas à proprement parler un hédoniste, et pourtant, à la fin du XVIIe siècle, il en parle comme, je cite, « ce qui fait notre délice, qu'il naisse des pensées de nos esprits ou de quoi que ce soit qui opère sur nos corps. » Que cela naisse des pensées de nos esprits ou de quoi que ce soit qui opère sur nos corps. Je vous demande d'y réfléchir parce que nous y reviendrons. John Locke le premier était conscient que cette définition n'en est pas une, parce que justement, il le précisait d'ailleurs, le plaisir c'est une idée simple, indéfinissable et dont on ne peut faire qu'une expérience. Et cette expérience, John Locke en donnait une version introspective, c'est qu'est-ce que nous ressentons quand nous avons du plaisir. Eh bien, on reconnaît le plaisir au sentiment qu'on en a. Le plaisir, c'est ce qu'on sent et qu'on ressent comme agréable.
Et il ajoutait, au moment où nous l'éprouvons, l'âme ne se méprend jamais dans les jugements qu'elle fait, et elle sait parfaitement que ce qui est proprement bon ou mauvais n'est autre chose que le plaisir ou la douleur. Et il ajoutait, un peu ailleurs, que le plaisir et la douleur sont les axes autour desquels tournent tous nos comportements, nos actions et nos pensées. Alors, je dirais que pour éviter cette référence à l'évidence introspective qui est assez typique de la philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles, on peut aussi procéder de l'extérieur, c'est-à-dire se demander comment se comportent les gens quand ils ont du plaisir. Et je dirais que de ce côté-là, c'est assez facile à reconnaître, ou bien dans l'expérience du plaisir, les personnes sont absorbées, immergées, englouties dans leur plaisir, avec lesquels elles ne font qu'un et qui les subjuguent, un état un petit peu extatique en quelque sorte, ou bien alors ils rient, dansent, s'embrassent, chantent, exultent et sans vouloir que ça s'arrête. D'un côté, donc, une sorte d'absorption extatique, dont un des prototypes, mais c'est sûrement pas le seul, c'est le plaisir sexuel, mais ça pourrait être aussi le plaisir d'une prise de drogue, et puis de l'autre, quelque chose comme une explosion orgasmique. De ce côté-là, regardez un match de football et regardez l'état des joueurs après un but, ou l'état des fans, des supporters au cours de la partie, et vous aurez une idée de ce que c'est que l'expression du plaisir. Alors le plaisir est en fait plus facile à nommer et plus facile à reconnaître qu'à analyser. Il est même, à mon avis, inanalysable parce que, justement, dans son noyau sensuel, sensoriel, sensitif, senti, je dirais en tant que vécu, j'utilise tous ces termes pour suggérer quelque chose de la nature vraiment sensible du plaisir, mais le plaisir ne s'analyse pas. Quand on essaye de l'analyser, on tourne en rond. On nous dit que le plaisir nous met dans un état de bien-être. Nous voulons qu'il recommence, qu'il nous rend heureux. Autrement dit, quand on essaye de définir le plaisir, on tourne en rond pour dire que finalement, il nous donne du plaisir. Alors, on peut évidemment aller plus loin, et c'est ce que nous faisons souvent dans les jugements moraux, politiques, sur le plaisir. On peut aller plus loin et faire intervenir des considérations sur les objets qui le produisent ou sur la partie de nous-mêmes qui est affectée. On peut par exemple distinguer entre les plaisirs de la nourriture, de l'ivresse, du sexe, les plaisirs intellectuels, les plaisirs esthétiques, les plaisirs du bien-être corporel, de l'absence de soucis, de l'égalité d'âme et du contentement. L'hédonisme, ça recouvre tout ça, mais justement, ça recouvre tout ça parce que, je dirais, on peut pas distinguer plus profondément dans la nature même de l'expérience du plaisir. Et encore une fois, c'est ce que disait Locke, d'une manière discrètement provocante, quand dans sa définition, il disait que plaisir, délice, satisfaction et bonheur sont seulement des degrés d'une même chose et que cela vienne de nos idées, des plaisirs que nous donnent nos idées ou des plaisirs qui affectent nos corps. Il y a là quelque chose d'une intuition qui est profondément juste et que je fais mienne, c'est-à-dire il n'est pas question de nier les distinctions et les classifications, mais en fait, les distinctions et les classifications, quand on parle de plaisir, sont toujours extérieures, en toute rigueur, au plaisir lui-même. Extérieures à l'expérience qu'on en fait, elles sont subordonnées à la théorie qu'on propose, et notamment au jugement de valeur que l'on essaye de porter sur le plaisir. Alors cette extériorisation, elle tient à la valorisation d'ordre moral, par exemple, ou à la valorisation d'ordre politique. Par exemple, quand on se demande si le plaisir est ce qui guide parfois ou toujours la vie, ce qu'on appelle la thèse de l'hédonisme motivationnel, si le plaisir est le souverain bien, c'est la thèse de l'hédonisme normatif, quelle vie vaut d'être vécue, quels plaisirs peuvent être socialement acceptés, quels autres plaisirs peuvent être tolérés seulement, quels autres doivent encore être contrôlés et quels autres plaisirs doivent être interdits. Si je prends par exemple le cas du plaisir sexuel, selon les époques et selon les sociétés, et il y a beaucoup d'époques qu'on peut invoquer et beaucoup de sociétés qu'on peut considérer, le plaisir sexuel a été encadré, contrôlé, toléré, interdit
réprimé, célébré, reconnu, vanté. Parfois, dans les années récentes, il a pu sembler obligatoire au nom de la libération, le droit au plaisir, mais en règle générale, il demeure contrôlé, un peu par la norme des bonnes mœurs et un peu plus par la norme juridique. Par exemple, la répression de l'exhibitionnisme sexuel, la répression de la sexualité avec des mineurs, l'interdit sur le viol, le sadisme, le meurtre sexuel, etc. Mais je dirais que toutes ces catégories extérieures ne nous apprennent rien de plus sur ce qu'est le plaisir sexuel lui-même. Et je dirais que le même raisonnement vaudrait pour le plaisir des drogues ou de l'ivresse, pour le plaisir de la nourriture, et pourquoi pas, et c'est pour ça, et ça j'y insiste, pour le plaisir de la lecture. Hein. Et d'ailleurs, je ferai remarquer, en parallèle à ce que j'ai dit sur le plaisir sexuel, c'est que par exemple la lecture des romans a fait l'objet d'appréciations et de tolérances diverses et continue à le faire sous certains régimes religieux ou politiques. Le plaisir des romans n'est pas un plaisir innocent selon les sociétés et selon les époques. Donc le passage à un regard de l'extérieur est une affaire d'éthique et de politique, mais pas seulement, parce qu'on en a besoin quand on cherche à caractériser et à évaluer empiriquement le plaisir par rapport à d'autres états ou d'autres objets dans la conduite de la vie. Par exemple, je pose la question, qui est légitime, de savoir si le plaisir peut être considéré comme un guide fiable de la vie, si le plaisir et quel plaisir s'accorde avec un bien-être plus durable, s'il peut se concilier avec la santé, avec une longue vie, etc., etc. Et je dirais que cette idée que le plaisir en lui-même est indéfinissable et que toutes les entreprises, pour le caractériser, classer ses variétés, les hiérarchiser, n'aient de sens qu'au sein de questionnements extérieurs, ramène aux thèses fondamentales et à mon sens irréfutables de ce qu'on appelle, de ce qui est connu comme l'hédonisme antique, tel qu'il fut formulé, et c'est de ça que je vais vous parler un petit peu maintenant, au IVe siècle avant Jésus-Christ, par un philosophe Aristippe de Cyrène, donc de Cyrénaïque, Aristippe le Libyen, en quelque sorte, qui était le chef de file des penseurs dits cyrénaïques du plaisir. C'était un disciple de Platon, disciple tout à fait extravagant. On ne connaît ses idées qu'à travers des anecdotes assez subtiles dans leur drôlerie, qui ont été rapportées notamment par Diogène Laërce dans les Vies et doctrines et sentences des philosophes illustres, dans le livre 2 au paragraphe 65 à 86, je vous signale, on trouve c'est toujours très drôle, hein, la vie des philosophes illustres, parce que c'est des ragots, hein, c'est des récits et des ragots, et j'imagine ce que un Diogène Laërce pour les époques contemporaines pourrait donner, ça serait assez drôle, où on définirait les idées des philosophes à travers tous les on-dit qu'on trouve dans les journaux, un peu comme ça serait assez marrant. Bon, on connaît donc les idées d'Aristippe de Cyrène qu'à travers ces anecdotes de Diogène Laërce, qui ont été écrites donc 5 siècles après qu'il a vécu, et puis quelques autres sources qui sont ni plus ni moins fiables, mais je dirais, on sait quand même ce qu'il professait. Et alors Aristippe disait que l'homme se réduit à un pur sentir, c'est une pure capacité de sensation, avec 2 affections et 2 seulement, la souffrance et le plaisir. D'une certaine manière, Locke ne dira pas des choses fondamentalement différentes et des penseurs extrêmement austères ne diront pas des choses fondamentalement différentes. Souffrance et plaisir. Souffrance et plaisir sont des mouvements et des opposés. Et alors, il caractérise, ce n'est pas une définition, mais c'est une caractérisation, c'est une manière de reconnaître le plaisir comme un mouvement lisse. Ça glisse, ça coule. Le terme grec, c'est le terme leios. Et la souffrance, c'est un mouvement rugueux. Trachéios, c'est un mouvement qui accroche. C'est vrai que la douleur nous accroche, avec le plaisir, ça glisse, ça coule de source, ça passe. Et pensez aujourd'hui à l'importance de tout ce qui est les métaphores de la glisse et du mouvement qui va de soi. Alors, Aristippe ne prétendait pas définir, mais proposait juste des critères de reconnaissance. Quand ça glisse, c'est du plaisir, quand ça accroche, c'est de la douleur. Et la souffrance, elle nous accroche. Un plaisir, disait-il, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de John Locke, ne diffère pas d'un autre plaisir. Et un plaisir n'est pas plus agréable qu'un autre. Puisqu'un plaisir est ce qu'il est au moment où on l'a. Je veux dire, il est d'une certaine manière incomparable à tout autre. Et
impossible de dire qu'un plaisir est plus fort qu'un autre. Le plaisir est toujours le plaisir du corps. Il ajoutait que le plaisir ne peut pas être catastématique. Alors ça, c'est un terme qui est courant dans la philosophie antique. C'est-à-dire catastématique, un état catastématique, c'est un état d'équilibre durable du plaisir en état de repos. Ce serait un peu ce qu'on appelle le bonheur, justement, de votre thématique. Le plaisir ne peut pas être catastématique, ça ne peut pas être quelque chose d'équilibré et de durable. Un plaisir remémoré n'est plus un plaisir, le souvenir du plaisir n'est plus un plaisir, et un plaisir attendu n'est pas encore un plaisir. Tout plaisir est ce qu'il est au moment où on l'a, et il est en lui-même une fin. On le vit en quelque sorte, et puis un point c'est tout, il n'est pas affaire de durée, car, disait Aristippe, le temps affaiblit et détruit le mouvement de l'âme. Il n'est pas le bonheur, parce qu'il est particulier, tandis que le bonheur, il le définissait comme un ensemble de plaisirs particuliers, parmi lesquels il faut compter les plaisirs passés et les plaisirs à venir. C'est-à-dire tous. Le bonheur, c'est un mélange de choses qui sont du plaisir et pas du plaisir du tout. Alors, le mérite de la position d'Aristippe de Cyrène, qui est très radicale, c'est de suggérer qu'une fois qu'on a dit ça, bon, on a dit au fond sur le plaisir tout ce qu'il était possible de dire. Le plaisir et la douleur, ça résume l'homme, et tout cela se ramène à un sentir. Dans ces conditions, il n'y a pas de beaucoup de sens à faire mener des discussions philosophiques compliquées sur, par exemple, le plaisir et le bonheur, hédonisme et eudémonisme. Si on choisit le plaisir, on choisit le plaisir, mais ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas la peine de discuter non plus sur le bonheur et ses composantes, parce que justement, ça ne sera pas uniquement du plaisir. Le bonheur et sa durée. Encore moins nécessaire de discuter sur l'hédonisme et l'utilitarisme, c'est-à-dire la balance des plaisirs et des douleurs, pour obtenir la plus grande quantité de plaisir, et si possible la plus grande quantité de plaisir pour le plus grand nombre, etc. etc. Aristippe s'arrêtait très tôt en disant le plaisir et le plaisir, un point c'est tout. J'insiste sur lui parce que je dirais que ces positions peuvent être et sont souvent mises en pratique, surtout aujourd'hui, pour peu qu'on en accepte le prix à payer. Et je vais vous parler du prix à payer de cet hédonisme radical, parce que c'est un prix qui est à la fois très élevé et qui en même temps, je dirais, sans grande importance. Pourquoi ? Parce que ça revient à une position comme celle des Cyrénaïques, revient à recommander une vie de pur sentir, que personne n'hésitera à qualifier de régressive et d'incohérente, faite de moments de jouissance sans connexion entre eux, sans différence de qualité, sans conscience ni identité personnelle, sans souvenir ni attente, ni projection dans l'avenir. En fait, le type de vie sans cohérence et provocante que, dit Diogène Laërce, Aristippe menait lui-même. Je cite Diogène Laërce, Aristippe était d'un naturel qui s'accommodait au lieu, au temps, et au lieu au pluriel, au temps au pluriel, et au génie des personnes. Il prenait avec les uns et les autres des manières qui convenaient à leur humeur. Ainsi plaisait-il le plus à Denis le tyran, le tyran de Sicile qui réduisit Platon en esclavage jusqu'à ce que Platon fût racheté par un disciple qui passait par là. Ainsi plaisait-il le plus à Denis parce qu'il savait se gouverner comme il faut en toute occasion, prenant le plaisir quand il se présentait et sachant aussi s'en passer. C'est pourquoi Diogène, on retrouve Diogène là au passage, l'appelait le chien royal. Voilà. Il était parfaitement incohérent, il prenait les choses comme elles venaient, et notamment il cueillait les plaisirs quand ils arrivaient, en ne recherchant aucune cohérence dans son existence. Alors, je dis tout ça parce que Platon a vu juste, et probablement que c'était des idées qui étaient déjà discutées au sein de l'Académie de Platon, Platon a vu juste lorsqu'il parle du plaisir dans le Philèbe, et lorsque, d'une certaine manière, il essaye de critiquer la théorie du plaisir d'Aristippe, son disciple, c'est-à-dire lorsqu'il essaye de critiquer l'absorption dans le plaisir sans conscience et sans durée. Et il compare, dans le Philèbe, il compare cet état de plaisir à ce qu'il appelle l'état de la méduse ou de l'éponge,
qui absorbe et rejette en continu de l'eau, ou encore à l'état de l'oiseau le pluvier qui avale des graines qu'il évacue en continu aussi en fiente. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu le Philèbes ou pour qui il est lointain, je vous rappelle la discussion parce qu'elle est assez désopilante, c'est au début du Philèbes, elle est assez désopilante puisque c'est un dialogue sur le plaisir. Et Platon essaye de combattre l'hédonisme aristippien. Voilà la discussion. C'est-à-dire que l'argumentation de Platon consiste d'abord à dire que son adversaire a raison. Le plaisir, quand nous l'avons obtenu, nous ne désirons plus rien. Nous l'avons. Nous le vivons, nous l'avons. Mais comment maintenant réfuter cette position? Et Platon, pour réfuter la position, introduisait subrepticement la conscience. Je cite le passage clé. Socrate dit « Penserais-tu » Donc il a admis « Quand nous l'avons obtenu, nous ne désirons plus rien. » Socrate « Penserais-tu avoir besoin de quelques compléments si tu goûtais cette jouissance agréable ?» Protarque, qui est l'avocat d'Aristippe. D'aucun. J'aurais tout du moment que j'aurais la jouissance. Socrate « Vivre ainsi te ferait donc goûter sans interruption pendant la vie entière les plus grands plaisirs. » Protarque, pourquoi pas? Socrate, mais privé que tu serais de l'intellect, de la mémoire, du savoir et de l'opinion, il est forcé que tu ne saches même pas si tu jouis ou non, puisque tu serais vide de toute conscience. Tu ne vivrais donc pas une vie humaine, mais celle d'un poumon marin, éponge, je traduis, ou de ces bêtes marines dans leur coquille. Donc, si tu vis dans le plaisir, eh bien, tu seras vide de toute conscience. La réponse de Protarque et de l'avocat de l'hédonisme, elle est tout aussi simple que décisive, elle vient tout de suite. J'ai pas besoin de conscience. Il n'y a pas besoin de conscience de la jouissance pour jouir. Et je dirais que personne ne peut rien dire contre ça. Un plaisir, c'est un plaisir. Quand on l'a, on l'a. Quand on jouit, un point, c'est tout. Et donc, si on suit sérieusement Aristippe ou ses disciples, il n'y a rien d'autre et rien de plus que les deux affections, le plaisir et la douleur. Rien d'autre sur quoi nous appuyer pour soutenir qu'il vaudrait mieux vivre une autre vie. Rien n'interdit, c'est pour ça que je vous disais que le coût de l'hédonisme est très important, mais en même temps il n'est pas si important que ça. Rien n'interdit d'envisager que le plus parfait état, ça soit celui de la méduse, de l'éponge, de l'huître ou du pluvier. Je suis jouissant, point à la ligne, et ça me suffit. Pourquoi est-ce que tu me demandes qu'en plus je veux y penser? Et je dirais que c'est d'autant plus facile de dire ça que, en bonne logique, il n'y a personne pour s'en rendre compte. Pas même celui qui jouit, puisqu'il est absorbé, abîmé dans son plaisir, et donc sans identité. Vous voyez bien que la thèse de l'hédonisme radical, c'est une thèse fondamentalement régressive, avec des coûts qui sont bien énormes, pas de conscience, pas de connaissance, pas de remémoration, pas d'anticipation, mais en même temps inexistante, les coûts sont inexistants, parce qu'en fait, il n'y a personne pour les subir. Je sens, un point c'est tout, et je ne demande pas à réfléchir pour pouvoir savoir que je sens, il me suffit de sentir. Et donc évidemment, vous comprenez que la relation entre plaisir et pulsion de mort est évidente, et aussi probablement, c'est là-dessus que je vais arriver par la suite, la relation entre plaisir et addiction. C'est-à-dire, en fait, un plaisir ne devrait jamais cesser, et s'il cesse, ce qu'il faut, c'est qu'il recommence au plus vite et tout de suite, et donc on trouve les moyens de le faire recommencer immédiatement. Alors la position d'Aristippe, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la philosophie, elle a quand même quelques faiblesses, c'est-à-dire que, d'abord, est-ce qu'on peut limiter l'homme à un pur sentir, juste à deux affections? C'est pas évident. D'autre part, c'est vrai qu'aujourd'hui, la psychophysiologie montre que mettre plaisir et douleur sur le même plan, comme on l'a fait tout le temps en philosophie, c'est probablement très approximatif, parce que plaisir et douleur ne forment pas vraiment un couple. La douleur fait véritablement partie des sensations. Il semblerait bien que le plaisir soit plus une réaction à des complexes de sensations liés au développement d'un cerveau évolué. Mais enfin, ce n'est pas de ça que je veux parler. Et puis, pourquoi est-ce que nous, troisième défaut, pourquoi est-ce que nous privilégierions autant
le plaisir plutôt que la douleur, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'hédonisme en philosophie et qu'il n'y a pas une autre direction philosophique qui s'appellerait du dolorisme? Mais cela dit, c'est vrai que le plaisir est notre référence spontanée et immédiate, que la douleur n'entre en ligne de compte que pour autant qu'elle menace l'économie des plaisirs. Il y a une intuition juste dans l'hédonisme motivationnel, c'est que le plaisir nous guide. Et même si on devait conclure que l'hédonisme et le plaisir sont des fausses valeurs, il n'en resterait pas moins que l'évitement de la douleur et la recherche du plaisir fonctionnent comme des moteurs de notre vie, qui, lorsque l'activité atteint la perfection, se définit comme immobilité active, comme les pivots de nos passions, sans lesquels, je cite toujours Locke, l'homme ne serait qu'une créature inutile, plongée dans une parfaite inaction, passant toute sa vie dans une lâche et continuelle léthargie. Ce qui nous sort de notre continuelle léthargie et de notre inaction, de notre inutilité, eh bien, ce sont les pivots de nos passions qui sont le plaisir et la douleur. Bon, j'arrête avec l'histoire de la philosophie et son passé et ses idées fondamentales, mais j'espère que je vous ai suggéré à quel point le plaisir est central dans nos vies, dans nos comportements, indéfinissable et extrêmement difficile à juger. Et donc j'arrête avec cette réflexion théorique et je passe directement aux conditions actuelles. Puisque c'est quand même ce qui vous retient dans ce cycle de conférences. Les conditions actuelles du plaisir, du bonheur, du bien-être, eh bien, je dirais qu'elles ont considérablement changé. C'est-à-dire que la défense de l'hédonisme a été forte, mais pendant des siècles, et je dirais depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à pratiquement le milieu du XXe siècle, pendant des siècles, la défense du hédonisme a dû compter avec le caractère extrêmement précaire des plaisirs et la très forte probabilité de la douleur, de la misère et du malheur. C'est-à-dire que jusqu'au XXe siècle, et ça continue encore, mais de moindre manière, l'impuissance humaine face à la maladie, à la mort, à l'arbitraire, à la violence, a été le lot commun de l'humanité. Et c'est ce qui fait qu'un hédonisme de l'instant était seul possible, mais qu'en plus, c'était un hédonisme de l'instant incohérent. De ce côté-là, la description qu'on fait d'Aristippe est juste. C'est-à-dire, il prenait les plaisirs comme ils viennent, or les plaisirs viennent quand ils viennent d'abord, et puis n'importe comment, et sans cohérence, et puis ils disparaissent aussi, parce que la vie humaine est une vie de précarité et une vie de misère. Et c'est pourquoi, en règle générale, on ne défendait pas l'hédonisme, on préférait se tourner vers la défense du bonheur catastématique, c'est-à-dire un bonheur égal et équilibré au long du temps, c'est-à-dire on se tournait vers des stratégies de modération, comme dans l'épicurisme, et la poursuite d'un plaisir qui équilibrerait avec sagesse les plaisirs et les douleurs de telle manière à ce que l'état de bonheur dure. Ce que je note, c'est que les choses ont considérablement changé, et elles ont considérablement changé à partir du XIXe siècle. Je ne vais pas dire que la maladie, la douleur et la mort ont disparu, hein. Il suffit au XIXe siècle, vous lisez n'importe quel roman de Balzac ou de Zola pour vous voir qu'on y meurt aussi vite et aussi mystérieusement que la maladie vient et que les médecins sont en fait juste des accompagnateurs du malheur. Cela dit, il s'est produit dès le XIXe siècle des phénomènes assez inédits, c'est-à-dire par exemple la production et l'offre de stimulants d'un genre nouveau. L'offre massive et relativement abordable des vins et des alcools, mais aussi l'offre des drogues comme l'opium et le hashish. Et du coup, une certaine commande des plaisirs, ou au moins de certains plaisirs, est devenue possible. Dans le même temps, au niveau, je dirais, des conditions du bien-être, les évolutions ont été aussi considérables. L'hygiène, l'assistance médicale, l'assistance publique aux populations, l'assistance se sont développées. Et puis, au XXe siècle vont arriver, mais je dirais très tardivement, hein, seulement, disons, dans les 30 dernières années de la médecine au XXe siècle, vont arriver les progrès majeurs de la médecine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la jouissance commandée,
le confort, et je dirais même en partie, pas complètement, hein, mais la victoire sur la fatalité de la maladie, de la mort et du malheur sont devenus envisageables. Ça rend possible de nouvelles attitudes vis-à-vis de l'hédonisme, c'est-à-dire qu'il devient possible de l'envisager comme une éthique du bonheur commandée et contrôlée, une éthique du bonheur qui dure, qui se prolonge et surtout qui peut être recherché et produit à volonté ou presque. Et alors je dirais que cette évolution, elle s'est poursuivie et accélérée au fur et à mesure que les moyens du plaisir et du bonheur se perfectionnaient. Et c'est ce qui donne aujourd'hui à l'hédonisme de nouveaux visages dont je veux esquisser pour finir la description. C'est-à-dire que je vous ai présenté la description théorique de l'hédonisme, mais avec son incertitude totale compte tenu de la fatalité, des fatalités de l'existence humaine. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un hédonisme qui peut être très largement contrôlé, programmé et même instrumenté. Donc je vais vous définir, je vais vous indiquer maintenant dans quelle voie justement se dessinent ces nouvelles formes du plaisir à notre disposition. Alors d'abord, première forme, je dirais le plaisir comme bulle temporelle. Sous cet aspect, le plaisir apparaît comme une expérience sensorielle et corporelle qui se suffit à elle-même, une sorte de capsule de vécu qui peut être plus ou moins distendue, plus ou moins grosse ou au contour mouvant. Si vous voulez, ça va depuis une journée de rêve jusqu'à 8 jours, une semaine de vacances merveilleuses ou un mois d'oubli de tout. La bulle en question, ça peut être celle du sexe, ça peut être la bulle de plaisir de la nourriture, la bulle de la mer, du soleil, le plaisir physique de ressentir le fonctionnement normal ou à haut régime de son corps, l'exercice, les sports de l'extrême, le plaisir aussi résultant de l'usage des drogues et de l'alcool. Et cette bulle de plaisir, elle a deux variantes qui sont très proches l'une autre. Ça peut être une jouissance simple ou une jouissance paroxystique. Jouir d'un côté ou jouir trop de l'autre. Et on sait bien que la frontière entre les deux est très difficile à tracer. C'est difficile de dire aujourd'hui quelle est la limite entre manger et trop manger, entre s'exercer et aller au bord de l'épuisement, entre danser et danser jusqu'à la transe, entre la jouissance esthétique et l'excès de jouissance, entre la consommation raisonnable d'alcool et, je dirais, la cuite ultra rapide à la limite du coma éthylique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fabriques de bulles à notre disposition, ça soit la boîte de nuit, le club de gym, le spa, pour ne pas mentionner le club échangiste ou je ne sais ou même le centre commercial. Des bulles de production d'expériences de plaisir. Première forme. Deuxième forme, le plaisir comme détente. Cette fois-ci, il s'agit du relâchement qui suit la libération par rapport à des entraves ou des contraintes, ou simplement de la jouissance qui tient à un changement du registre d'activité, quand on débranche, qu'on laisse tomber pour se brancher sur autre chose. Alors la libération en question peut être la libération par rapport à des entraves physiques, la libération de l'emprise de la douleur, le soulagement, mais disons que c'est aussi très souvent pour nous la libération par rapport à toutes sortes de contraintes. Les contraintes de la vie quotidienne régulière, les contraintes de la normalité, les contraintes du travail, les contraintes de la discipline, les contraintes des normes, les contraintes des obligations qui organisent nos interactions sociales. Cela va du plaisir de la coupure, par exemple quand on entre dans une période de voyage ou quand on est dans une période de vacances, à toutes ces autres formes de libération qui consistent à, entre guillemets, prendre des libertés, transgresser des règles, faire des folies, faire un achat absurde, faire ce qu'on n'a jamais fait, faire des choses dont on aurait honte ailleurs, être imprudent, se lâcher, ne plus se tenir. Pensez que c'est un registre de comportement qui est aujourd'hui extrêmement répandu. Nous sommes dans une vie qui est extrêmement contrôlée, normée et codifiée, et en même temps, dès que nous pouvons, nous faisons des folies, nous faisons des achats absurdes, nous faisons ce qu'on n'a jamais fait, etc. Tout un pan de l'hédonisme contemporain, comme de l'hédonisme de toujours, mais considérablement plus important, à voir avec ces changements de registre où cette levée des entraves, avant c'était les renversements carnavalesques,
la fête. Maintenant, c'est les vacances, les évasions, les moments de décompression, de relâchement, les moments de défoulement ou de subversion. Hein. Là, nous avons affaire, je dirais, à toutes les industries de la vacance, hein, qui sont toutes plus ou moins liées, dont le modèle, c'est quand même le modèle de l'industrie du tourisme et de tous les arts de la déconnexion. Ça, c'est donc le second aspect de cet hédonisme contemporain possible, le plaisir comme détente. Ensuite, le plaisir comme état durable et complet. Ici, je vais parler plutôt des états de plaisir au lieu de parler de jouissance. L'état durable de plaisir a été en général associé à l'idée de bonheur. Et effectivement, dans l'Antiquité grecque, et pendant longtemps après, l'hédonisme s'est confondu avec ce qu'on appelait le démonisme. La philosophie du plaisir, c'était en fait une philosophie du bonheur, parce que le caractère durable du bonheur exigeait qu'on échappe aux aléas de la fortune. Si on avait une bonne santé, si on échappait aux disettes, aux pillages, aux razzias, aux séditions, alors on pouvait être heureux. Une fois seulement, en général, qu'il ne pouvait plus rien arriver, remettant tout en question. Vous savez, la phrase d'Aristote, c'est qu'on ne peut dire d'un homme qu'il a été heureux que lorsqu'il est mort. Aujourd'hui, nos capacités grandissantes de contrôle de très nombreux éléments de notre environnement, nos ressources médicales, nos montages assurantiels, notre sécurité sociale, notre paix civile, font que le bonheur n'est plus une chance, mais un résultat qui, jusqu'à un certain point, est organisé, produit, mesuré, et on appelle ça le bien-être. Et je dirais que nous ne faisons pas faute de considérer qu'il est normal que règne ce bonheur et ce bien-être. Je dirais que le bien-être, c'est le bonheur quand il peut être fabriqué et contrôlé, c'est le bonheur avec ses conditions de production. Alors, je dirais que ce bien-être qu'il est possible de produire et de contrôler donne un nouveau visage au plaisir. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui composer de manière plus ou moins banale ou originale le menu du bonheur. Les facilités techniques, comme la permissivité morale, élargissent notre registre de choix. Et puis, il y a les plaisirs connus, mais il y a aussi les plaisirs que nous pourrions avoir, et puis les plaisirs qu'on nous fera découvrir. Lisez vos magazines, renseignez-vous, vous verrez, on essaye de nous faire découvrir régulièrement de nouvelles formes de plaisir. Et je dirais que, surtout, la coupure entre bonheur et plaisir n'a plus le même caractère contraignant qu'imposait auparavant notre impuissance et le hasard. Songez seulement au régime de vie, aux activités d'entretien, au dépistage préventif des maladies. Dans le contexte antique, la sagesse, c'était un moyen, je dirais, prudent d'assurer le lien entre plaisir et bonheur. Aujourd'hui, ce sont des moyens techniques et cognitifs qui assurent ce lien entre plaisir et bonheur. Médecine, drogue, conditionnement de l'existence, tous les facteurs d'une économie du bien-être au sens propre comme au sens figuré. Alors, voilà ce qui change tout la problématique de l'hédonisme. Avant, c'était une problématique, je dirais, de la précarité et du hasard, de l'intensité de la précarité et du hasard. Aujourd'hui, l'hédonisme, c'est une problématique, je dirais, plutôt de l'organisation du bien-être et de l'organisation d'un plaisir qui a de multiples formes. Alors, je conclurai très abruptement, parce que je pense que c'est plus intéressant que ensuite les réflexions se poursuivent sous forme de questions. Je conclurai très abruptement en disant que dans cette nouvelle économie des plaisirs, eh bien, un phénomène très inquiétant se dessine, c'est le phénomène de l'addiction. Je crois que le plaisir peut se commander. Ce qui limitait le plaisir, je dirais, sous la forme de l'hédonisme antique, c'est que le plaisir dépendait encore en grande partie du hasard et de ce que les dieux, la fatalité, la nature pouvaient nous donner. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le plaisir est sous notre commande, à notre commandement. Or, vous savez que la formule du plaisir, nous le savons tous, elle est aussi simple que banale. C'est l'enfant qui, dès qu'il peut manifester quelque chose, dit « encore » quand il est heureux. Et je dirais que malheureusement, la formule de l'addiction, elle vient tout de suite dans la continuité, c'est encore, encore, encore et encore. Et je dirais que le problème des nouvelles formes de l'hédonisme aujourd'hui,
c'est qu'elle débouche sur l'addiction. Et ça, je l'ai montré dans mon dernier livre. Je pense que l'addiction fait partie, je dirais, des caractéristiques nouvelles et très décisives de nos sociétés. Voilà, je vous remercie. On a envie de dire encore. On va continuer. Est-ce que vous avez des questions? Vous en avez plein. Ne soyez pas timide. Une question là. Oui, bonjour. Moi, j'avais des questions sur le bonheur. Alors, est-ce que je peux continuer à oser sur le bonheur? Et puis, tout d'abord, je voudrais rendre hommage quand même à Yves Michaud sur l'université de tous les savoirs. On est très triste et on est en manque parce qu'on était assez addict quand même de l'université des savoirs. Alors, s'il y a éventuellement un futur possible, merci de nous informer. Alors, moi, vous en direz un mot quand même pour redire à chacun ce que c'était. Ce sera avec plaisir, si je peux me permettre. Donc, j'avais une question sur le bonheur. Je suis venue ce soir, je ne savais pas si j'allais oser venir, parce qu'on est jeudi saint. Alors on est catho, on n'est pas catho, mais notre civilisation est quand même dans ce monde judéo-chrétien, et il y a des millions de gens ce soir qui se plongent dans la douleur, et dans tout le contraire du plaisir, dans toute l'expérience de la souffrance et de toutes les souffrances humaines, qui est sacralisée vraiment sur ce rituel annuel de la passion du Christ. Voilà. Donc je voulais évoquer ça ce soir parce que je trouve que c'est assez anachronique ce soir de parler de plaisir et de bonheur. Et je voulais vous questionner donc là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette pression dans une civilisation, une société, de rituels qui, pour accéder au bonheur, et là c'est un bonheur d'éternité, d'amour, etc., on doit passer par le dépassement des souffrances et on doit faire le mea culpa, etc. Voilà, je voulais vous interroger sur cette pression de l'inconscient collectif, de la souffrance pour le bonheur et de la culpabilité que ça peut donner. Et puis la deuxième question, et ça sera tout, que pensez-vous de cette actualité du bonheur qui est le BNB à la place du PIB, s'il y en a qui savent ce que cela est? C'est le bonheur national brut, institutionnalisé dans une constitution d'un tout petit État, là-bas, derrière la Chine et le Népal, et le Tibet, c'est le Bhoutan. Et donc de passer justement de critères de vie humaine et sociétale des produits intérieurs bruts complètement économiques à véritablement le bonheur comme centre de société, comme but de toute l'organisation sociale. Merci beaucoup. Bien. Alors, merci beaucoup de la question. Et je vais répondre, je répondrai à la première en commençant par la seconde. Et vous allez voir pourquoi. À propos du bonheur national brut, effectivement, si vous voulez composer le menu du bonheur, en quelque sorte, pas la mélodie du bonheur, mais le menu du bonheur, il va falloir pondérer les choses. Et dans cette pondération, vous allez abandonner certains plaisirs pour des raisons de sagesse, pour des raisons de ne pas épuiser votre corps, pour des raisons de ne pas multiplier, pour justement ne pas avoir trop d'intensité. Et vous allez aussi composer avec un certain nombre de douleurs ou de frustrations, etc. Moi, ce que j'ai suivi avec une sympathie quand même amusée, mais très amusée et assez ironique, les avocats de ce bonheur national brut, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'au Bhoutan, tout le monde est très heureux, tout va bien, mais l'espérance de vie est très brève, hein, c'est de l'ordre d'une 60aine d'années. Et de ce côté-là, dans les livres que j'ai écrits dans les années récentes, j'ai écrit un livre sur Ibiza, et qui est en fait un livre sur l'hédonisme et l'industrialisation du plaisir aujourd'hui. Or, Ibiza, il y a 50 ans, attendez, il y a 60 ans, Ibiza, il y a 60 ans, c'était le Bhoutan. C'était le bonheur absolu. Simplement, le bonheur absolu, il y a 60 ans, à Ibiza, c'était... Vous allez voir, parce que ça ferait plaisir à nos amis écologistes, s'il y en a ici, ça me ferait plaisir, parce que c'est une description parfaite d'un monde parfait, mais où, à mon avis, peu de gens ont envie de retourner. Il y avait une agriculture de subsistance autonome qui pouvait nourrir 25 000 personnes, pas plus, et chichement, hein, je veux dire, personne devait être en excès pondéral. L'espérance de vie était de 50 et quelques années,
Il n'y avait pas de circulation monétaire. Alors là, ils avaient réussi absolument, ils avaient réussi sans le vouloir, l'idéal d'une société sans monnaie, puisque chacun vivait en autosubsistance, les familles vivaient sur les exploitations agricoles, et il y avait du troc, et il n'y avait pas de circulation monétaire. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter ce qui n'était pas produit localement. J'ai encore des amis qui me disent que chez l'épicier, mais l'épicier, on achetait vraiment que ce qui ne pouvait pas être produit, on avait une note de crédit et on la liquidait après la récolte des amandes, selon ce que la récolte des amandes avait pu donner, puisque le peu qu'on pouvait vendre, c'était des amandes, la production de fruits secs. Le paysage était absolument intact, merveilleux. Il faisait beau presque tout le temps, très peu froid. Il n'y avait pas de chauffage dans les maisons parce qu'il ne faisait pas froid tellement l'hiver. Il n'y avait pas de recours à la médecine puisqu'on n'avait pas d'argent pour payer des médecins, donc il n'y avait pas de médecins qui venaient s'installer. Le plus qu'on faisait, c'était aller voir le pharmacien pour qui donne quelque chose qui faisait semblant de soigner. C'était un monde de bonheur absolu. Alors évidemment, pour les gens qui sont venus découvrir l'île à ce moment-là, qui sont des beatniks, des hippies ou des intellectuels, qui eux avaient un peu d'argent, même pas beaucoup, c'était le paradis terrestre. Mais pour les gens qui étaient sur place, c'était pas du tout le paradis terrestre. Et ce que j'ai pu lire sur le Bhoutan, je suis désolé, ressemble plutôt au paradis d'Ibiza, parce que Ibiza était vraiment un paradis, mais c'était un paradis à vie courte, c'était le paradis aristipien, c'est-à-dire vous preniez les choses comme elles allaient, si vous viviez longtemps, si vous n'aviez pas d'accident, si vous n'aviez pas besoin de beaucoup d'eau, la vie était parfaitement heureuse et la nature intacte et tout ça était parfait. Donc voilà, je dirais que nous avons... Alors, c'est l'énigme de nos sociétés. Nous, sociétés européennes, occidentales, avons développé, à partir, je dirais, du XVIe, XVIIe siècle, une capacité de développement technique, scientifique, qui fait que nous avons quitté cet état d'équilibre, parce que c'était un état d'équilibre. C'était un état... Alors là, c'était aussi, c'est une chose à noter, à Ibiza, c'était vraiment l'état stationnaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand il y avait plus de 25 000 personnes, les gens qui arrivaient en plus, il fallait qu'ils émigrent. Et que d'ailleurs, le pire moment de misère d'Ibiza dans les années 40, c'était lorsqu'il y a eu, après la guerre d'Espagne, la guerre civile, il y a eu le blocus de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les gens n'ont plus pu émigrer. C'est-à-dire les années noires, ça a été les années 40 où la régulation démographique, là, les gens ont vraiment connu la famine. Je veux dire. Donc on était une société stationnaire. Sans croissance, sans pollution, c'était parfait. Bon, je dirais qu'il se trouve que nous sommes entrés dans des sociétés, je dirais d'excès, peut-être, oui, pour dire vite, d'excès, des sociétés qui se sont sécularisées et qui ont perdu leurs croyances, au point d'ailleurs que, je veux dire, j'avoue que bien que j'ai eu une éducation religieuse, il ne me vient pas plus à l'idée qu'on est jeudi saint que demain c'est vendredi saint. Je veux dire, et pourtant toute mon enfance a été une enfance religieuse, de collège religieux. Voilà les changements qui se sont produits. Alors, si vous voulez revenir à un autre modèle de société, un autre modèle de culture et de croyance, libre à vous. Vous n'êtes pas seul, parce que je veux dire, il y a pas mal d'autres sociétés où les gens veulent revenir à d'autres formes de croyances. Mais moi, j'avoue que d'une part, j'ai du mal à reprendre l'ancien format, celui dont vous me parlez, et que je ne sais pas si j'en ai envie, en plus. D'une certaine manière, nos excès non pas me conviennent, mais je veux dire, je m'y suis habitué. Et je ne pense pas que je sois le seul. Quand les gens veulent faire les apôtres de la décroissance, en général, c'est toute chose égale d'ailleurs et en conservant nos acquis. Mais simplement, si vous voulez faire de la décroissance ou simplement un état stationnaire, il va falloir sacrifier beaucoup de vos acquis. Et je pense notamment, et pour finir, pour ne pas faire une réponse trop longue, je pense notamment que le point où ça accroche le plus, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est sur le souci de la santé et la peur de la mort.
À partir du moment où vous avez les moyens d'éloigner de vous la douleur et la crainte de la mort inévitable, ou en tout cas inévitable trop tôt, vous rentrez dans un mécanisme de développement dont les conséquences seront forcément perverses. Mais je dirais, la peur de la mort, c'est probablement une des choses qui est les plus ancrées dans la nature humaine. Ah, tant mieux pour vous. Ah ben ça, oui, mais ça implique... Alors, je serais assez d'accord. Mais attendez, Ibiza, les gens n'étaient pas, ils étaient pas bouddhistes, mais ils n'étaient pas non plus hédonistes. Hein. Ils étaient vaguement chrétiens en n'y croyant pas plus que ça. Hein. Je veux dire, tout simplement parce qu'il y avait des églises et puis que ça tenait les registres paroissiales. Hein. Mais ils n'étaient pas plus chrétiens qu'autre chose. Simplement, je veux dire, Bhoutan, vous faites bien de dire ça sur le Bhoutan, à supposer que ça soit là, que je puisse m'exprimer avec compétence. C'est vrai que si vous adoptez une vision bouddhiste du monde, ah ben vous avez une attitude vis-à-vis de la croissance, vis-à-vis du rapport même à la santé, à la fatalité, qui vont être complètement différents. Simplement, il se trouve que nous ne sommes pas bouddhistes. Alors il y en a de plus en plus, je veux bien, mais il y a aussi beaucoup d'autres sortes de croyances religieuses ou sectaires. Hein, donc, Une autre question. Allez, lancez-vous. N'hésitez pas. Alors peut-être, est-ce que le plaisir, enfin chez les Grecs, est une notion purement individuelle, ou alors on peut l'entendre de façon collective? Ça prolonge un peu. Est-ce que le plaisir collectif, ça se décrète d'abord, et est-ce qu'il peut exister en dehors du bien-être individuel? Non, mais le plaisir était individuel parce que, encore une fois, ce sont des sociétés de fatalité. Des sociétés où, alors, collectivement, ce qu'il arrive à tout le monde, je veux dire, c'est le destin individuel avec, en quelque sorte, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Je veux dire, c'est quelque chose dont nous avons perdu l'habitude, même si on ne sait pas ce qui va arriver. Vous prenez l'avion à Barcelone et puis vous vous retrouvez, vous plantez dans une montagne dans les Hautes-Alpes. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais simplement, vous voyez bien que on contrôle tout pour qu'on sache ce qui va arriver. Je veux dire, regardez, tout de suite, les compagnies aériennes se mettent à revoir leur politique. On exige qu'il y ait des diagnostics sur la santé mentale des pilotes. On va changer la combinaison des portes. On va rajouter une troisième boîte noire. Vous voyez, on est dans des sociétés. Nous sommes dans des sociétés qui contrôlent. Avant, je veux dire, la possibilité de contrôler quoi que ce soit dans la vie était égale à peu près à zéro, et notamment pour des raisons de douleur et de malheur et de santé, je veux dire, de santé. Une chose à laquelle on ne fait pas assez attention, que la médecine nous protège de toutes les formes de mort, c'est une chose, mais pensez, parce que ça, à la limite, nous le savons tellement bien, mais que nous ne voulons tellement pas le savoir, au recul considérable de la douleur. Et ça date de 50 à 60 ans, apparemment. Les anesthésies et tout ce qui nous éloigne la douleur, c'est devenu le pan fondamental de... Alors ça fait les anxiolytiques, mais pensez aussi, je veux dire, tout simplement, à notre expérience de la douleur. Je veux dire, il y a encore 10 ans ou 15 ans, on disait les étudiants en médecine ne sont pas encore formés au traitement de la douleur, etc. C'est pas le cas maintenant, hein, je veux dire. Je lisais l'autre jour un bouquin d'un heideggerien allumé, dont le thème était en gros, c'est horrible dans notre société, on calcule tout, on mesure tout, on abandonne le qualitatif, etc. Et je tombais sur une page où il s'indignait que dans les hôpitaux, on présente aux gens une réglette pour indiquer l'intensité de leur douleur. Moi, je veux bien être un heideggerien allumé, mais je pense que ce monsieur, quand il est malade, il prend la réglette, hein, comme tout le monde. Et il trouve que c'est un gros progrès dans leur rapport. Oui, on peut toujours dire plein de choses. Je veux dire, on peut dire c'était fort. Moi, je trouve que le Bhoutan, c'est sûrement formidable, mais à condition d'y aller avec une nation, avec Europe Assistance et un rapatriement. Alors attendez, on va.
pardon, oui. Oui, bien fort, parce que vous êtes filmé. Vous ne le savez pas, mais vous êtes filmé. Il faudra qu'on vous entende, puisque les entretiens sont rediffusés sur le site internet de la ville, je vous le dis. Alors, il y a un micro qui arrive, oui, monsieur. Qui vous arrive. Voilà. Merci, bonjour. Juste quand je vous entendais parler et puis entendre pas parler la dame qui vient d'intervenir, je pensais à la pyramide de Maslow par rapport à tous ces plaisirs et je me dis que dans tout ce que vous avez cité, il y a à peu près toute la pyramide sauf tout à fait le haut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore de la place dans notre monde pour un plaisir qui est vraiment le plaisir de l'appartenance et de la réalisation de l'appartenance à quelque chose de collectif et de la réalisation de soi. Donc, dans ce que vous dites, on a l'impression qu'on a un peu perdu quelque chose au passage quand même avec la pseudo-disparition des religions. On les voit par ailleurs réapparaître de façon violente. Donc, il doit manquer quelque chose sans doute qui reste peut-être à inventer. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Bon. Avec un petit point sur la pyramide de Maslow que tout le monde maîtrise parfaitement, mais peut-être. Moi, je la maîtrise pas beaucoup, hein, la pyramide de Maslow, si je la connais, mais je veux dire, c'est sur les composantes du bonheur et de la réalisation de soi. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Bon, j'avoue que je la connais pas bien parce que j'ai pas mal de réticence, si vous voulez, sur cette psychologie sociale à l'américaine, mais c'est pas le sujet de ce soir. J'ai rien contre un certain nombre de choses américaines, mais disons, je préfère le Coca-Cola à Maslow. Pour dire les choses méchamment. Hein. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont bien meilleurs quand ils font des Coca-Cola que quand ils font de la théorie psychologique. Mais, et je dis ça en connaissance de cause parce que comme il m'arrive de travailler sur les théories du leadership, etc., je trouve que c'est souvent assez simpliste. Non, alors, vous posez une bonne question, mais moi, je ne veux pas mettre en cause l'individualisme contemporain. J'essaye. Première chose, je suis un philosophe qui ne prescrit pas. J'essaye de décrire. Bon, après, si j'ai décrit correctement, vous réagissez, vous, chacun d'entre vous, comme vous l'entendez et comme vous le sentez, compte tenu justement de vos engagements religieux, personnels, de votre rapport à papa, maman ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Je veux dire, on a tous une complexion en quelque sorte. Et moi, ce que je veux, c'est essayer de décrire en reculant le plus longtemps possible le moment de juger, parce que je trouve que justement une des choses qui me choque beaucoup dans la société actuelle, c'est que les gens donnent des leçons tout le temps, se précipitent pour donner des avis, condamnent, etc. Et ils étudient pas assez la situation. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous soyons dans une société d'addiction, c'est un point extrêmement important et que c'est un point qui mérite qu'on s'y arrête avant même tout simplement de condamner directement, en général d'ailleurs sans rien faire d'autre que condamner. Hein. Bon. Donc, à partir de là, on construit une société qui est une demande de collectif, oui. Vous le voyez quand il y a une Coupe du Monde. Il y a eu quelques années, les manifestations, les gens criaient tous ensemble, puis ils rentraient chez eux. Il y a une demande comme ça. Et vous l'avez bien mentionné aussi, et il se trouve qu'actuellement, j'interviens beaucoup dans les pays arabes et du Maghreb. Vous avez une demande très très forte de communauté. Hein, ça s'appelle d'ailleurs comme ça, hein, communauté, dans les orientations religieuses régressives. Hein, régressives. Moi, personnellement, j'avoue que quand je vois de près comment ça se passe, je préfère quand même encore notre individualisme et surtout les conditions d'esprit critique de notre individualisme, même si, en fait, nous sommes quand même extrêmement marqués par le conformisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un profond désir de collectif. Alors, il se marque, je vous dirais, à des symptômes aussi. L'engagement vers l'humanitaire, qui en fait aussitôt est transformé en business, etc.
mais tous ces symptômes sont intéressants. Maintenant, je dirais, comme personnellement, dans la tradition intellectuelle et culturelle qui est la mienne, je préfère que s'il y a du collectif, il soit construit raisonnablement, sous la forme de la construction démocratique, par exemple, plutôt qu'il soit, je dirais, purement de l'ordre de la manifestation momentanée ou de la régression religieuse. Voilà. C'est ça qui me préoccuperait beaucoup. Je continue toujours sur la lancée des deux précédentes questions. Bien fort, alors. Oui, et en fait, je trouve que les questions que le public pose vont toutes dans le même sens. Et je devrais dire la lancée des trois questions, parce que celle que vous avez posée, monsieur, elle aborde l'aspect le plus spécifique du BNB. Je trouve que c'est le fait qu'on se réfère à une culture dans laquelle... pardon ? Plus fort ? Alors voilà, je recommence. Donc quand on parle du BNB, et on n'est bien sûr pas obligé de prendre ça comme pour argent comptant, enfin, ou nous concernant directement, si on considère qu'un bouddhiste ou un bhoutanais et nous, c'est profondément différent, mais on fait quand même référence dans la question au sens d'un engagement dans la vie et d'une recherche de plaisir qui ne soit pas que individuelle. Parce que le Bhoutan, c'est un pays qui est bouddhiste, mais comme vous le savez certainement, monsieur, il y a toutes sortes de bouddhismes dans le monde, puisque le bouddhisme, au départ, c'est seulement une discipline, ça n'est pas une religion, il n'y a pas de Dieu dedans, et il a été mis à sa sauce par chaque grande culture qu'il a accueillie. Donc on a des bouddhismes plutôt matérialistes comme en Chine, et des bouddhismes extrêmement ascétiques comme au Japon. Et au Bhoutan, on a ce qu'on appelle le bouddhisme lamaïste, qui est le même qu'au Tibet, et dont le point essentiel, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'autre possibilité de bonheur que de rechercher le bonheur des autres. Alors c'est un petit peu la même chose que ce que vous nous disiez au début, c'est-à-dire que la difficulté réside dans le fait que la définition tourne un peu en rond. Être heureux, c'est rendre les autres heureux, c'est un peu vague comme définition. Mais enfin, il y a quand même un plus par rapport à notre recherche de plaisir. Parce que le plaisir dont vous nous avez parlé ce soir, vous l'avez présenté dans une dimension individuelle. Et si on se pose des questions sans se permettre de dire qu'on ait des idées brillantes, mais simplement si on cherche à savoir ce qu'un plaisir et un bonheur pourraient être si on y adjoint comme qualité ou comme condition le fait que ça apporte à plus que soi, ça permet quand même de relancer, je trouve, la réflexion sur le bonheur et une de ses composantes, le plaisir, la relancer d'une façon qui va un peu plus loin que là où nous en sommes actuellement, parce que nous tournons en rond dans nos sensations. Ce que vous nous avez dit, c'est que quand on a trouvé de nouvelles sources de plaisir, on en veut toujours plus. Mais si on considère qu'un bonheur doit passer par celui des autres aussi, à ce moment-là, le toujours plus devient différent. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le toujours plus n'a plus de sens. On change de critères de plaisir et de bonheur. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de cette conception du plaisir et du bonheur qui intègre les autres ? Écoutez, bon, si vous me demandez beaucoup de choses, mais je tiens quand même à vous répondre. Il y a quand même le point sur lequel je ne céderai pas, ne transigerai pas, c'est le point, si vous voulez, aristipien ou locquien, etc. C'est que plaisir et douleur sont les axes de notre comportement, les pivots de notre comportement. Et ça, je dirais qu'on soit tourné vers autrui ou que l'on soit tourné égoïstement vers soi. C'est-à-dire que fondamentalement, et c'est la leçon d'Aristippe plutôt qui est là très intéressante, c'est que l'homme recherche que ça glisse, que ça aille, sans accroc, et puis en même temps, il ne veut pas qu'il y ait
Il veut pas, il refuse autant que possible qu'il y ait des accros. Bon, maintenant, je dirais, vous pouvez élaborer sur ces idées à partir de philosophies du monde qui soient assez différentes. Je suis bien de votre avis. Simplement, ce qui caractérise la philosophie européenne, pour ne pas dire européenne, notre matrice culturelle, c'est effectivement maître et possesseur de l'univers. Hein, c'est la dimension du contrôle et de la maîtrise technique sur les conditions de notre environnement et les conditions de notre vie. C'est bien pour ça, pour moi donc, si vous voulez, pour moi donc, ça revient à dire que le facteur fondamental dans notre culture, c'est le développement scientifique et technique, et aujourd'hui, c'est le développement de la technoscience, et aujourd'hui, le développement des deux développements de la technoscience. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Université de tous les savoirs, il y avait autant de conférences sur les sciences, les deux directions étant des technosciences, étant le contrôle de la vie, le contrôle de la vie et la génétique, et puis les développements des puissances de calcul et l'informatique. À partir de là, je dirais la problématique est quasiment bouclée, hein, au sens où elle est fermée. Alors, on peut très bien refuser. Simplement, ça implique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, refuser, ça implique pas seulement... Alors, ça implique soit une décision personnelle, c'est-à-dire vous allez au Bhoutan, vous partez dans un ashram, ou bien vous allez dans le Gers, hein, et puis vous convertissez, hein, vous convertissez votre pensée, votre manière de penser, à supposer que ce soit possible dans le contexte, si vous voulez, de la société. Ou bien alors, vous faites face au problème d'une mutation culturelle considérable. Aujourd'hui, les deux possibilités sont envisageables. Vous avez d'un côté toutes les possibilités d'orientation individuelle vers la sagesse. Bon, quelquefois j'ironise là-dessus parce que effectivement, les possibilités d'orientation individuelle vers la sagesse se réalisent souvent compte tenu du fait qu'on considère qu'il faut garder tous les filets protecteurs. Je veux bien retourner à la nature et retourner à la sagesse élémentaire, mais en gardant ma carte vitale, etc. Non, c'est pas pour ironiser, mais je dirais on peut, et en plus on est dans des sociétés qui jusqu'à un certain point, le permettent. Vous pouvez décider de faire plus ou moins sécession dans la société, et puis néanmoins le filet protecteur est ça. Ou alors vous avez l'autre perspective d'évolution qui aujourd'hui non seulement nous interroge, mais nous pose vraiment un problème, c'est les orientations vers des choix religieux, entre guillemets, régressifs. Encore une fois, je veux dire, je ne veux pas trop élaborer sur m'étendre sur l'expérience que je fais depuis quelque temps dans les pays arabes, mais je peux vous dire que la perspective d'un fidéisme avec un contact direct avec Dieu, un refus à peu près complet de la rationalité scientifique et technique, et même du raisonnement rationnel, il y a des millions de gens qui sont là-dedans. Vous avez des imams au Maroc qui prêchent que la Terre est plate. Et les gens le croient. Hein, voilà, c'est tout. Je veux dire, alors comme par hasard, si vous voulez, c'est pas ma thèse à moi réactionnaire, c'est la thèse de certains économistes. Comme par hasard, ces régressions se font dans des pays qui vivent, c'est pas le cas du Maroc, mais qui vivent de certaines rentes. C'est-à-dire, ils ne vivent pas du progrès scientifique et technique, ils vivent de la rente pétrolière, par exemple. Essentiellement, c'est la rente pétrolière. Donc, effectivement, ils peuvent se consacrer complètement à une orientation non technique et non scientifique, compte tenu du fait que la richesse vient d'ailleurs. Elle vient d'Allah ou elle vient des puits de pétrole, mais elle vient d'ailleurs. Mais je dirais que vous avez ces deux possibilités aujourd'hui. Un économiste français qui était très estimable et qui aurait pu avoir un prix Nobel s'il avait été moins bizarre en son temps, c'était Serge Christophe Kolm. Il était bouddhiste et c'était un théoricien
la non-croissance, par exemple. Et il a dit des choses extrêmement intéressantes. C'était un très bon économiste. Mais encore une fois, vous avez la voie entre la voie individuelle, mais je dirais qu'en tant qu'analyse des situations, il faut décrire vraiment dans le détail à quelles conditions la voie individuelle peut être choisie. Et puis vous avez la voie collective. La voie collective, elle est possible. Je ne suis pas forcément très optimiste hein, sur le succès de nos modèles de société. La seule chose qui me console, c'est qu'avec l'âge que j'ai, je ne verrai pas les moments les plus difficiles. Mais je veux dire, c'est pas la première fois que les cultures évoluent. Moi, pour dire très franchement, pour vous livrer le fond, vraiment le fond de ma pensée là-dessus, je pense que si je devais dire ou bien, on aura le choix dans les années qui viennent entre les régressions fidéistes hein, sur le type fondamentalisme musulman. Ou fondamentalisme chrétien, si jamais il y a assez de monde pour faire ça. Et si on trouve dans la religion chrétienne assez d'éléments pour pouvoir être fondamentaliste. Et puis le post-humanisme. Le transhumanisme, c'est-à-dire une société entièrement techno-instrumentée. Mais je ne pense pas qu'il y ait de troisième voie. Ce sera le choix, c'est entre Allah ou Google. Voilà. Non, je dis ça parce que Google, parce que vous savez que le directeur de la recherche de Google, c'est Ray Kurzweil, qui est le plus grand théoricien du transhumanisme, et que Google, c'est non seulement une des entreprises les plus importantes du monde, mais c'est aussi une sorte de secte transhumaniste, c'est-à-dire que tous leurs investissements vont sur la santé, le contrôle de l'individu, le contrôle de la santé, etc. Moi, je pense que ça sera l'un ou l'autre, et je pense que le transhumanisme gagnera pour une raison simple, c'est parce que, en dépit des kamikazes et des gens qui se font exploser, personne n'a trop envie de mourir. Et donc, dans le modèle transhumaniste, qu'on vous annonce, c'est l'immortalité. Alors ça, c'est génial. J'aime mieux. Non. Et puis disons que les problèmes qui se poseront sont considérables. Mais je pense qu'effectivement, c'est ces deux voies qui se dessinent. Mais quant à la voie de développer, continuer à gérer une civilisation sage, tournée vers le collectif, etc., je trouverais ça très bien, mais ça me fait trop penser quand même aux projets disons, qu'on attribue aux Lumières ou au socialisme du 19e siècle et qui n'ont pas réussi. C'est ça qui est... Parce que ces projets de sagesse, on les a eus. Le projet d'une société socialiste régulée, etc. Il n'y a pas que le socialisme marxiste au 19e siècle. Il y a eu plein de doctrines socialistes extrêmement bien. Ça n'a pas marché. Le progrès, le thème d'une société des Lumières avec des intellectuels, ça n'a pas marché non plus. Donc c'est difficile de revenir à des modèles de culture qui, pour des raisons qui sont probablement pas complètement accidentelles, n'ont pas été opérants. Et donc j'ai bien peur que ça soit le choix entre l'État islamique et l'État Google. Mais ça prendra quand même un peu de temps. Enfin, je me serais esquivé. On m'aura esquivé. Ici, là, je me serais esquivé. Allez, on ne peut pas en rester sur cette perspective-là. Mais c'est assez rigolo quand même. C'est rigolo, oui. Non, pour ce que je voulais dire par rapport... Je voulais préciser une chose, c'est par rapport à la... Non, je voulais dire une chose, c'est par rapport à l'intervention de madame qui m'a beaucoup touché, mais où je ne suis pas complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a des variantes du bouddhisme, mais fondamentalement, le bouddhisme, c'est quand même une doctrine sceptique, immatérialiste. C'est un nihilisme. Mais un nihilisme positif. Hein. Il n'y a pas que du nihilisme négatif, c'est-à-dire, en fait, tout est illusion. Le moi est une illusion, l'égoïsme personnel est une illusion, l'au-delà est une illusion. C'est vraiment une philosophie immatérialiste, sceptique, qui, moi, me plaît beaucoup, hein, d'une certaine manière. Mais après, vous pouvez en donner une version
sensuelle ou une version ascétique, mais fondamentalement, c'est plutôt un scepticisme. Et comme me disait l'autre jour un chauffeur de taxi fondamentaliste avec qui j'ai eu une très très long échange, et Dieu sait s'il était fondamentaliste, quand je lui ai dit, moi je serais plutôt bouddhiste mentalement, il m'a dit, mais le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une sagesse. Et ça voulait dire, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez voir ça, j'ai raconté ça sur ma page Facebook Yves Michaud. Il faut descendre un peu en arrière parce que ça a été un grand moment. J'ai un taxi fondamentaliste très très articulé et où on comprenait beaucoup de choses à ce que c'est qu'un engagement radical aujourd'hui, fidéiste. Hein. Madame. Pour rester dans le sujet donc de votre ce que vous nous proposez, c'est-à-dire la génération Google, comment vous expliqueriez l'immortalité et la gestion de la régulation de la population mondiale? Alors, vous tombez pile. Vous avez absolument raison. Hein, vous tombez pile parce que j'ai eu un débat. C'était il y a deux ans. C'était pas l'année dernière. C'était il y a 2 ans au mois d'août. Avec quelqu'un qui écrit de temps en temps dans Le Monde et qui est assez particulier, qui s'appelle Laurent Alexandre. Je vous conseille de lire ce qu'il lit. Alors, d'abord, nous sollicitons pour le cycle de l'an prochain. Voilà, c'est lui-même un drôle de, un drôle de zombie. Il est médecin, il est chirurgien, il est énarque, et c'est lui qui a créé le site Doctissimo. Qu'il a vendu super cher à Lagardère, et avec l'argent, il a cherché beaucoup de millions, des dizaines et même centaines de millions. Et après, il a fait une start-up pour nous vendre des cartes d'identité génomique individuelle, hein, pas à 3 000 $, mais à 5 000, etc. Et donc, j'ai eu un dialogue avec lui sur Europe 1, mais c'était au mois d'août, mais c'était assez échevelé sur l'immortalité. Et j'ai effectivement soulevé non pas comme objection, mais je lui ai dit, l'immortalité, c'est super. Simplement, d'abord, comment vous allez admettre qu'il y a des nouveaux entrants? Problème démographique. Alors bon, il faudra un ticket d'entrée. Je veux dire, on prendra un peu comme à la Sécu. On prendra un ticket pour savoir si on a le droit de venir à l'existence ou pas. Mais comme de toute manière, il y aura une régulation eugénique, c'est une des conséquences. Si vous voulez. Ensuite, je lui argumentais des choses qui sont classiques chez nous en philosophie, c'est les problèmes de communication intergénérationnelle. Parce que c'est déjà aujourd'hui... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'un arrière-petit-enfant avec son arrière-grand-mère, bon... ça communique à peu près, mais quand ça sera l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, qu'elle aura 250 ans et que le gamin, etc., je vais dire, ne serait-ce qu'au niveau de l'usage des techniques, des technologies, de la communication culturelle. Alors, je lui avais dit que de toute manière, il y avait un exemple qui était connu chez nous, chez les philosophes, c'est qu'au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, le philosophe anglais, a vécu presque 100 ans, à une époque où les gens mouraient à une espérance de vie de 50 ans. Il est né en 1588 et il est dû mourir en 1687 à peu près, juste 2 ans avant l'apparition des Principia Mathematica de Newton, si je ne me trompe pas. Et effectivement, il avait eu d'énormes problèmes de communication avec ses contemporains dans les 40 dernières années, parce qu'il était d'un autre monde, si vous voulez. Il était du XVIe siècle, en fait, de la fin du XVIe, et les gens étaient déjà au XVIIIe quasiment. Et la science avait changé du tout au tout, les mathématiques avaient changé du tout au tout, et ça a donné des malentendus qui étaient assez drôles. Donc vous avez ces problèmes-là. Vous avez aussi un problème très intéressant, c'est la surpopulation aussi et l'écologie. Et là, je lui disais, mais là aussi, c'est quelque chose qu'on connaît, nous, les philosophes, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, comme les gens croyaient dur comme fer à la religion, ils croyaient réellement, et ils avaient raison, puisqu'ils étaient religieux, à la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, ça veut dire qu'au jugement dernier, qui s'approche toujours en général, tout le monde sort de son tombeau. Et les gens du XVIIIe siècle avaient dit, mais ça va introduire une pollution pas possible. Mais je plaisante, c'est pas vrai. C'est que un des premiers à avoir soulevé la question, c'est Priestley, qui était à la fois théologien et chimiste, et c'est l'inventeur anglais de l'oxygène. C'est le pendant de Lavoisier chez nous. Et pourquoi il a inventé l'oxygène? Parce qu'il était à la recherche d'un gaz antiméphitique pour le jour de la résurrection des morts.
Parce qu'il disait il faut qu'on trouve un gaz qui évite que tout le monde s'étouffe le jour de la résurrection des morts. Donc vous voyez que c'était à l'époque, c'était Malthus. Les gens pensaient qu'avec 800 millions de personnes, on allait bientôt avoir plus de quoi manger. Hein, donc il fallait. Et alors à la fin, j'avais dit à Laurent Alexandre, vous savez, moi je crois que pour votre business, le seul truc qui est encore gênant, c'est le corps. Donc à mon avis, l'idéal, c'est de nous dématérialiser complètement. Parce que là, à ce moment-là, vous serez il n'y aura plus de problème d'espace. On peut avoir autant de gens qu'on veut. Il n'y aura plus de problème de réparation. Il n'y aura plus de problème de pollution. Donc je lui dis, en fait, au lieu de faire des cartes d'identité génomiques, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez de la téléportation virtuelle des identités. Parce qu'à ce moment-là, ce sera un monde parfait, mais totalement bouddhiste. Tout sera immatériel et on pourra en mettre autant qu'on voudra. Autant qu'on pourra. Je veux dire, vous voyez, c'est ça. Parce qu'en fond, ce qui est gênant, c'est le corps. C'était qu'à moitié une plaisanterie, si vous voulez. C'est que c'est vrai que beaucoup de choses, faut que ça soit le plaisir, la peur de la mort, la prolifération, la pollution, tient au fait qu'on a des corps. Hein, et que malheureusement, ils tiennent beaucoup de place. Voilà. Mais vous avez raison, c'est tous les problèmes que posera l'IM. Alors cela dit, eux, ils disent que ça sera par étapes. Et ils ont raison, parce que d'ores et déjà, c'est vrai que l'allongement de la durée de la vie est assez considérable. Et il est assez considérable dans tous les pays, y compris les pays avec une mortalité qui jusqu'ici était encore assez élevée. Hein, c'est-à-dire partout. L'allongement de la durée de la vie fait son effet. Donc lui dit, dans 50 ans, ça sera 150 ans, et puis dans 100 ans, ça sera 250 ans, etc. Alors, on peut toujours aussi répondre comme Marc, que l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Hein, je veux dire, donc, quelqu'un trouvera une solution. Parce qu'encore une fois, je veux dire, à la fin du XVIIIe siècle, avec 800 millions d'êtres humains, les gens étaient affolés. Allez-y. Avec le micro, s'il vous plaît, sinon on ne va pas vous entendre. Est-ce que vous croyez à la religion de l'amour? Pardon? Croyez-vous à la religion de l'amour? La religion de l'amour? Celle qui fédère? Non. Non, la religion de l'amour, non. Les mécréants, les pas croyants, les homos, tout le monde. L'agapé, avec un grand A. Ben non. Non, mais je dirais que Et c'est une musulmane qui vous pose la question. Non, mais je peu me gratte importe. la tête. Moi, je ne suis pas musulmane, je suis universelle. Mais je revendique comme me gratte la tête parce que vous me faites vraiment réfléchir. Si vous voulez, non, mais vous me faites réfléchir parce que, en fait, si vous voulez, je dirais que être philosophe, quand on n'a pas de réponse systématique, dogmatique à apporter, c'est un peu de naître de nulle part. Fondamentalement, ma position philosophique, ça m'a pas empêché d'être très actif. Ma position philosophique, elle est assez sceptique. Donc, quand vous me dites la religion l'amour de l'humanité, oui, mais je veux dire, bien sûr que j'ai plein d'amour pour l'humanité, mais en même temps, quand je vois un certain nombre de personnes dans l'humanité, je les aime pas tous. Hein. Oui, je sais. Vous savez, moi, j'ai commencé mon cheminement, parce que je ne sais pas si vous avez été voir les milieux soufis. Ce que vous décrivez est vrai, le fondamentalisme et tout ça. Il y a des choses ahurissantes. Même dans les... Vous savez, et c'est pas... Bon, moi, je ne fais pas l'apologie des religions. Je suis pour tout ce qui existe sur la Terre. Parce que tout ce qui existe sur la Terre est à l'image de... Si on croit en quelqu'un qui est central dans une roue, bon, nous sommes tous à l'image de ce qu'il y a au-dessus de nous. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses très ahurissantes qui se passent, mais moi, en tout cas en tant que personne, tout m'a servi de levier pour avancer. Les non-religions, les religions, vous... voilà, donc c'est pour ça que je me dis, moi, c'est une question très naïve que je vous demande, c'est presque une requête. Est-ce que la religion de l'amour, on pourrait ne pas y croire? Parce que moi, j'ai commencé mon cheminement, quand j'ai commencé à me poser des questions et qu'il n'y avait personne pour m'aider, je suis tombée sur un livre des Amérindiens, et il y avait en préface une prière avec une roue dessus, et on nous expliquait qu'en fait, on était tous des rayons sur une roue,
avec un point central, et qu'on était tous différents les uns des autres, mais qu'on était tous arrimés, et qu'on allait tous au centre inexorablement, et qu'on se devait de la bienveillance, de la tolérance et de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut réussir cette roue? Est-ce qu'elle va dérailler, pas dérailler? Comment faire pour... Et moi, à mon avis, le modèle qu'on est là, je vous trouve un peu sceptique, mais je suis là pour écouter votre scepticisme, parce que surtout, je ne veux pas m'engluer dans les religions bêtes et disciplinées. Je suis là justement pour me garder de ça. Est-ce que... ben voilà, j'ai oublié le fil de ma question. Mais je veux dire, moi, je puise de chez vous, je puise de chez Bouddha, je puise de chez tout le monde pour justement rester lucide dans ce que je voudrais être. Et il m'apparaît que le trait d'union, c'est l'amour sans jugement, sans justement dire « Ah, moi, je suis vert, toi, t'es bleu ». C'est cette interface. Et le modèle, moi, je vous trouve comme sceptique. Vous êtes obligé, vous êtes dans votre rôle de sceptique, parce que vous nous tirez l'alarme, vous appelez à notre lucidité, à notre... Mais moi, le modèle qui existe ici, républicain, démocratique et tout ça, je trouve qu'il est très beau. Simplement, on ne le voit pas assez avec les yeux de l'amour. C'est déjà une réussite. Pour moi, quand je vois dans les écoles des blancs, des noirs, des multicolores, ce melting pot, je trouve qu'il y a déjà... Non, mais oui, je suis quand même peut-être naïve, mais pour moi, moi, je la vois, la bienveillance, mais il faut la voir, c'est tout. Allez. Non, alors, écoutez, non, mais là, je veux dire, je prends très sérieusement ce que vous dites et je le respecte. Simplement, d'abord, je vous admire d'avoir autant de bienveillance, mais peut-être ai-je tort, mais j'en suis pas complètement sûr. Je pense que la chose première qui est importante, c'est quand même d'avoir de la connaissance et d'avoir de la lucidité sur les situations. Donc je me méfie beaucoup des religions sans la connaissance. De ce côté-là, et encore une fois, j'ai une formation religieuse, et deux, la religion est toujours quelque chose qui m'a intéressé parce que je considère que l'homme est un animal religieux. Simplement, la plupart du temps, il en fait un très très mauvais usage. Et on peut aussi se poser la question, c'est de savoir si finalement, en leur fond, les religions, je dis bien les religions, n'ont pas des conséquences néfastes. L'esprit de religiosité, c'est une chose. Les croyances religieuses, très souvent, elles dérapent. Je suis assez admiratif, je ne vous cache pas, de la religion chrétienne pour le virage qu'elle a prise autour du XIIe siècle. Et il s'est passé quelque chose qui est bizarre, parce que avec l'arrivée de la théologie, d'une théologie véritablement structurée, la raison est rentrée dans la religion. Pour moi, le monument de tout ça, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est Thomas d'Aquin. Mais c'est pas le cas de tous les courants de la religion chrétienne. Mais il se trouve qu'il y a eu cette merveille. Il y a eu des moments comparables dans l'histoire de l'islam, malheureusement, et là il faudrait quand même s'interroger là-dessus. C'est quand même extrêmement étrange que Avicenne Averroès soit 9e, 10e siècle et qu'après il n'y ait plus rien. Parce que je laisse de côté le schisme qui est quand même autre chose, mais dans l'islam sunnite, les lumières islamiques sont... elles se terminent au Xe siècle, et à la fin de l'Andalouse, c'est-à-dire ce complexe sud de l'Espagne, Maroc. Je veux dire, et d'ailleurs, Averroès était en très mauvaise posture avec les autorités de son époque. Donc, je souhaite qu'effectivement, il y ait d'abord de l'intelligence, de la connaissance et de la lucidité. C'est en ce sens que je défends le scepticisme et que j'ai essayé de promouvoir la connaissance avec l'université de tous les savoirs. Et dire, tout en me rendant compte que souvent c'est un tonneau des Danaïdes parce qu'on remplit. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que très souvent les fondamentalismes sont liés à l'ignorance et au refus de savoir. C'est pour ça qu'avant la bienveillance, je ferai passer la connaissance. De ce côté-là, je reste profondément de ma tradition, et y compris, je dirais, de la tradition thomiste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le sujet est inépuisable, on pourrait y passer là. Oui, là-haut. Je voulais poser une question. Allez-y. Pour
pour revenir Bien dans le micro, s'il vous plaît. à cette notion qui est intrinsèque à l'homme, la peur de la mort, et ça, je pense que c'est quand même universel. Et pour revenir alors au bouddhisme, le bouddhisme, en offrant des formes de réincarnation, n'offre-t-il pas une certaine immortalité aux croyants de cela ? J'ai souvent pensé que, parce que comme philosophe, il y a une question qui m'a beaucoup intéressé et qui intéresse souvent les philosophes, mais ils n'ont jamais arrivé à donner une réponse, c'est la question de l'identité personnelle. Parce qu'il n'y a aucun argument pour garantir l'identité personnelle. Les deux réponses les plus crédibles, c'était celle de Locke disant il y a l'identité personnelle tant qu'on se souvient d'avoir été soi-même. Le jour où on ne se souvient plus, c'est fichu. Et puis la réponse de Hume disant en fait, il n'y en a pas d'identité personnelle. C'est un flux d'idées qui se suivent. Et en fait, là encore, ce flux d'idées, on le construit socialement et ça donne monsieur un tel ou tel moment de notre personnalité. Et c'est vrai que j'ai souvent pensé que l'intéressant, ça serait une identité personnelle par métempsychose. Mais à ce moment-là, donc votre solution, j'ai toujours trouvé qu'elle était très intéressante. C'est-à-dire, en fait, nous sommes immortels, il suffit que et nous nous réincarnions. Simplement, ce qu'il faudrait en plus, c'est qu'on se souvienne d'avoir été. Mais moi, je me souviens pas avoir été un éléphant. Et l'éléphant se souvient pas qu'il a été moi. Alors c'est ça qui est embêtant. Mais sinon, ça serait épatant. La métempsychose comme solution à l'identité personnelle. Je veux dire, on trouverait rien de mieux. En plus, ce serait tranquille. Si on veut. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? En haut, oui. Non. Ici, oui, bien sûr. Oui, moi, c'était une question. Je revenais sur l'addiction et le plaisir dont vous avez parlé. Vous dites qu'il y a de plus en plus d'addictions et que c'est lié au fait qu'on ait de plus en plus accès aux sources de plaisir. Mais c'est vrai que pendant des siècles, on a mangé ce qu'on a dans son assiette. Maintenant, on peut manger, finalement, on continue tout ce qu'on veut, ou passer 3/4 de son temps devant un jeu vidéo. Mais en même temps, tout le monde ne devient pas obèse, ou tout le monde ne devient pas addict. Vous avez cité un discours des philosophes antiques là, qui disait que c'est parce qu'il y avait une conscience. Mais est-ce qu'il y a d'autres notions philosophiques qui expliquent que finalement tout le monde ne devient pas addict, malgré cette source d'accès au plaisir Tout le monde ne devient pas addict, mais les moyens de l'addiction sont très puissants. Moi c'est la chose, si vous voulez, que je... Encore une fois, là, vous voulez m'orienter vers un terrain métaphysique dont j'essaye de me garder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer quelles sont les sources d'addiction dans notre époque. Alors, vous avez bien sûr les drogues, n'en parlons pas, mais vous avez aussi toutes les manières de vous mettre de vous accrocher, en quelque sorte. Hein. Vous savez, quand les publicités qui vous accrochent, qui vous relancent... les contrats dans lesquels on vous demande de revenir, les bons de réduction qu'on vous donne dans les commerces, etc., les cartes de fidélité, les cartes de crédit qui sont des moyens de vous... crédit revolving, par exemple, c'est une manière de vous rendre dépendant à la dépense. C'est ça qui m'intéresse. Hein. À partir de là, je vais vous donner une... C'est anecdotique, mais c'est très parlant. Quand j'ai publié le livre sur Ibiza, je reçois une demande des commissaires aux comptes, l'association des commissaires aux comptes de Basse-Normandie, qui me dit on voudrait une conférence sur l'addiction. J'ai cru que c'était un canular. Et donc, je me demande un entretien téléphonique avec la personne qui m'invitait, et la personne me dit, mais oui, vous savez, on a beau être au contrôle des comptes, des commissaires aux comptes,
nous n'échappons pas aux maux de notre société. C'est-à-dire qu'il y a chez nous, il y a des problèmes d'addiction à l'alcool, d'addiction au sexe, d'addiction à la vitesse, d'addiction au travail, d'addiction au jeu, d'addiction. Bon, je suis allé faire la conférence. Les gens étaient tous des costumes cravates. Ils étaient très très sérieux. Ils étaient assez jeunes hein, dans l'ensemble. Enfin, jeunes, c'était pas des gamins, mais ils étaient plutôt jeunes. Et donc, j'ai décrit les formes contemporaines des différentes sortes d'addiction. Et il y avait au milieu un monsieur encore plus sérieux que les autres qui, donc je me disais, il me regarde d'un drôle d'air. Et à la fin, il prend la parole le premier en me disant, voilà, je suis le procureur de la République de Caen. Et je vous remercie, vous avez parfaitement décrit mon quotidien. Voilà. Alors j'étais content en tant que philosophe descripteur parce que j'avais bien décrit le truc, mais voilà, c'est les sources d'addiction. Alors il y a des gens qui échappent à l'addiction. Interrogez-vous sur vous quelles sont. Il y a des bonnes addictions aussi. Hein. Les addictologues disent très bien qu'il y a des bonnes addictions et qu'il y en a des mauvaises. Moi, j'ai une addiction à la lecture, j'ai une addiction à la curiosité, mais c'est des addictions aussi. Hein. Je veux dire, j'ai une addiction à la communication, etc. Mais interrogez-vous sur ce qui rend possible aujourd'hui une addiction à la communication. Votre téléphone portable, Twitter, Facebook. Pensez à ça. Hein, je veux dire, regardez les gens autour de vous dans le métro. Moi, je suis sidéré de voir le comportement des gens dans le métro. La première chose qu'ils font, c'est aussitôt de sortir leur téléphone pour voir si quelqu'un a pensé à eux ou s'ils peuvent penser à quelqu'un et comment ils peuvent regarder le poids que ça peut avoir aussi sur comment le terme me manque, sur la volatilité des relations humaines. Du genre, tu es où en ce moment? Ah bah si on se retrouvait à l'enfer, vous voyez, les gens forment plus leur rendez-vous en disant dans 8 jours je serai à tel endroit. Non, c'est sur le moment, ils reconfigurent leurs relations. Avec du coup ce que ça implique sur, je dirais, l'instrumentalisation d'autrui et l'instrumentalisation réciproque. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire ça. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre là sur Narcisse et ses avatars. Bon, après ça, je veux dire, je reconnais très volontiers qu'il y a des bonnes et des mauvaises addictions, mais on est dans une société qui est une société addictive parce qu'on a les moyens de cette addiction. Et l'addiction, c'est pas justement le point de rencontre entre la souffrance et le plaisir. Enfin, c'est pas. Mais oui, mais si vous pouvez avoir que du plaisir, tant mieux. Parce que quelqu'un qui est dépendant de son téléphone, visiblement, ça le fait pas souffrir. Moi, ça m'étonne un peu. Mais visiblement, oui, il n'en a pas conscience. On revient à ce que. Oui, alors si il aura du déplaisir, soit que s'il est vraiment vraiment addict, hein, et par exemple le jour où il perd son téléphone. Alors là, c'est la cata absolue. Hein, mais d'ailleurs, il y a des psychologues qui soignent ça. Les gens qui perdent leur téléphone, perdent la moitié de leur vie, leurs photos, etc. Hein, ou alors, il en aura aussi lorsqu'il aura des conséquences négatives aussi de son... par exemple, moi, je le vois beaucoup dans les milieux de l'entreprise. À force d'avoir des téléphones portables, les gens n'ont plus le temps de travailler. Hein, à force d'avoir des téléphones portables, ils n'ont plus le temps de se rencontrer. C'est là où c'est des conséquences négatives. Vous souffrez de manière différée, mais pas immédiatement. Est-ce que vous êtes bien nourri d'idées, de philosophie, de sagesse? Alors on va peut-être en rester là, en vous remerciant infiniment de nous avoir fait part de votre... C'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait partager votre savoir. Alors on a bien compris on a pris votre intervention comme un plaisir fugace pour ce qu'il est. On a bien compris que le souvenir de ce plaisir n'était pas un plaisir pour les Grecs. Enfin, vous ne nous empêcherez pas de garder un bon souvenir de votre conférence. Merci à tous. Et si ça peut vous inquiéter, ça sera bon aussi. Merci à tous et un pot vous est offert au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Merci à tous.